Merci Julia, merci pour cette invitation. Et comme vous voyez l'intitulé de la présentation, on partait de l'idée à l'époque que les recommandations seraient déjà sorties et qu'on pourrait parler de quel choix pour les femmes vivant avec le VIH en parlant des nouvelles recommandations. Ce n'est pas le cas. Donc il y a quand même un choix et je vais vous en parler parce que les femmes vivant avec le VIH et les femmes enceintes, quand même, sont face à un choix, même si les recommandations ne sont pas très larges en France pour l'instant. Je vais vous parler donc un peu du contexte, un peu du comité des familles, ce qu'on fait avec nos partenaires, dont Action Traitement, Décilement et Mouton et d'autres, sur la question de VIH et allaitement, et surtout parler d'histoires de femmes qu'on accompagne au comité et nos conclusions. Le contexte, on en a parlé. Il y a 1500 femmes vivant avec le VIH qui accouchent chaque année en France. Parmi elles, 500 environ apprennent leur séropositivité en cours de grossesse. Donc les recommandations sur lesquelles on peut se baser actuellement, c'est celle de l'OMS qui date de 2016, donc qui préconise l'allaitement pendant 12 mois et jusqu'à 24 mois pour toutes les femmes vivant avec le VIH sous antirétroviraux avec une charge virale contrôlée. Ces recommandations sont plutôt appliquées dans les pays du Sud. En France, les recommandations actuelles datent de 2017 sur la question de l'allaitement et les recommandations contre-indiquent l'allaitement. Donc actuellement, les recommandations sont en cours d'actualisation et on attend impatiemment, mais vraisemblablement, enfin, je fais partie du groupe d'experts, donc on va aller vers une évolution, une ouverture pour accompagner les femmes qui souhaitent allaiter et en prenant en compte le choix éclairé des patientes. Mais tant que les recommandations ne sont pas publiées, on ne peut pas encore clairement dire ce qui va être préconisé. Donc, juste quelques mots sur les missions du comité des familles. Donc, on a un pôle accompagnement avec un programme d'éducation thérapeutique, un pôle qualité de vie et les grandes sœurs. Donc, c'est des femmes vivant avec le VIH, des mères vivant avec le VIH qui soutiennent des personnes nouvellement, enfin des femmes nouvellement dépistées, qui ont soit un projet de grossesse ou qui sont enceintes. Donc un soutien par les pairs. Il y a aussi un pôle prévention et un pôle média. Donc sur la question de l'allaitement, oui, le comité est mobilisé sur cette question depuis longtemps, depuis le TASP en fait, depuis qu'on a commencé à parler du TASP, en fait, on avait en tête que la question de l'allaitement devrait sans doute suivre un peu dans les pas du TASP. Donc on est toujours resté attentif à ce qui se passe en Suisse et on a eu raison de le faire. Donc depuis longtemps on accompagne les femmes avant, pendant et après la grossesse et notamment sur la question de l'allaitement, mais pas que. Il y a aussi des thématiques autres qu'allaitement, donc sur TAS, PMA, qui sont un peu même la raison pour laquelle le comité a été créé en 2003. Et à l'émission de radio Vivre avec le VIH, le thème de l'allaitement a été régulièrement traité et va l'être encore certainement prochainement. Donc en travail interassociatif, on a créé un COPIL, donc avec Action Traitement et Décilement et Mouton, en 2020 en vue d'organiser un colloque qu'on a donc tenu en octobre 2021 pour parler de VIH et allaitement en France, un sujet qui jusque-là était totalement tabou en France. Donc de là est né pour le colloque, on a aussi réalisé un questionnaire semi-directif à destination des bénéficiaires au comité des familles et aussi à Décilement et Mouton
pour recueillir la parole, les besoins et ce que ces mamans ont à dire sur ce sujet. Je ne vais pas vous dire les résultats, mais ils sont... parce qu'ils ont été présentés en 2021, mais vous les retrouvez sur notre site internet. Et donc, il y a eu Remède à écrire un article sur VIH et allaitement en parlant de ce qui s'est fait au comité des familles. Il y a des vidéos, un manifeste, enfin pas mal de choses qui ont été publiées, un poster à la SFLS en 2022 et des participations en différents colloques. Le dernier, c'était au Corrivis Ouest. Donc les histoires, donc ces 3 femmes ont donné leur accord pour parler de leur histoire aujourd'hui, enfin de manière générale. Donc Thaïs qui est avec nous, il y a Rachel, c'est donc pas son vrai prénom, et Andrea dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc Thaïs, on parle d'une grossesse qui a eu lieu en 2018. C'est sa 2e grossesse. La première a donné lieu à un avortement 10 ans plus tôt. 6e. Du coup, donc les précédentes grossesses ont donné lieu à des avortements du fait du VIH. Donc Thaïs ne vit pas avec le papa, mais il est au courant de sa séropositivité. C'est une personne très sportive. Elle s'est reconvertie en coach sportif. Et elle est très informée sur les bénéfices et les risques de l'allaitement quand elle fait le choix d'allaiter son bébé. Donc on est en 2018. Mais l'équipe médicale, dans un premier temps, n'est pas d'accord, mais finit par donner son accord après des mois de négociations. Donc très tenace, elle ne lâche pas son projet, mais elle se sent très seule. Et à ce moment-là, elle contacte le comité des familles pour échanger avec d'autres mamans qui auraient fait le choix d'allaiter. Elle a écouté une émission de radio et elle a entendu un témoignage d'une maman qui parle du fait qu'elle allaite. Donc, malgré tout, pendant l'allaitement, elle demande à son médecin généraliste de lui donner des ordonnances supplémentaires parce qu'en fait, l'infection, ce qui a été prévu, c'est des prises de sang classiques, mais elle a l'intuition que ce serait plus raisonnable de faire des prises de sang plus régulières pendant cette période d'allaitement. Donc l'allaitement se passe bien, mais c'est quand même difficile. Beaucoup de phases de doute, parce que pas accompagnée en fait par l'équipe médicale. Et elle nous a donc confié qu'elle a failli tomber dans la dérive sectaire, parce qu'elle a du coup été chercher des informations ailleurs, auprès des associations pro-allaitement, et qui du coup... donner des encouragements, parfois peut-être un peu too much et moins informés sur la question du VIH. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va au rendez-vous pédiatrique à reculons parce que la première question qu'on pose en général aux femmes qui allaitent, femmes vivant avec le VIH, c'est alors, est-ce que vous avez prévu le sevrage? C'est pour quand le sevrage? Donc forcément, elle y va à reculons. Et pendant la pandémie Covid, elle loupe 2 rendez-vous à cause du Covid. Et du coup, elle reçoit un courrier concernant une information préoccupante qui a été déposée à l'aide sociale à l'enfance. Et elles sont convoquées, elle et son fils, à une visite. Elles sont convoquées et ensuite il y a une visite à domicile. Et finalement, il n'y a pas de suite. Et quand elle revoit la pédiatre, elle demande quelle a été la raison de ce signalement. Et la pédiatre lui explique qu'ils étaient inquiets parce qu'il n'y avait pas un bon suivi pour son fils qu'elle allaitait. Et que c'est des éléments qui ont été pris en compte pour ce signalement. Donc voilà, aujourd'hui, son fils a 5 ans. Il faut qu'on pense à actualiser l'âge. Et Thaïs est très contente d'avoir tenu bon, de s'être battue contre vents et marées pour allaiter son fils. Voilà, vous pouvez avoir plus de témoignages de son histoire sur ce lien.
Donc Rachel, c'est une histoire plus récente, 2021-2022. Donc une personne originaire du Cameroun qui a découvert au Cameroun en 2014 sa séropositivité. Charge virale indétectable depuis très longtemps. Et elle a laissé au pays un enfant qu'elle n'a pas pu allaiter pour diverses raisons. Elle arrive en France en 2019. Sa situation administrative est régularisée. Elle tombe enceinte et pendant sa grossesse, elle quitte son conjoint parce qu'il y a des violences et elle réussit à partir et elle est hébergée par le 115. Et elle a un très fort projet d'allaiter, c'est très très important pour elle. Elle s'informe beaucoup, elle lit des revues scientifiques et elle apprend beaucoup de choses sur la question du risque de transmission pendant l'allaitement. Elle voit bien que c'est très faible et que dans certains pays occidentaux, les femmes qui souhaitent allaiter sont accompagnées. Le micro fonctionne ? Oui. Donc elle en parle à son pédiatre qui lui confirme que oui, en Suisse c'est possible, mais pas en France. Son projet est très fort, donc elle se dit que malgré l'opposition très stricte de l'équipe médicale, elle se dit qu'elle va quand même le faire en fait, même si elle n'arrive pas à convaincre l'équipe. Elle est orientée au comité des familles par une association partenaire. Très isolée, on la met en lien avec une grande sœur. Et peu de temps après cette mise en lien, en fait, elle accouche d'une fille à 5 mois et demi de grossesse. Donc le bébé est hospitalisé plusieurs semaines et Rachel est très inquiète, mais finalement... ça se passe quand même bien. Sa fille l'état de santé et la prématurité, elle évolue bien. Elle peut quitter l'hôpital, mais son gros souci, c'est que du fait de la prématurité, elle n'était plus maître de son destin et de la question de l'allaitement. Et donc elle a un énorme regret qu'elle n'a pas pu allaiter, qu'elle n'a pas pu tirer son lait pendant l'hospitalisation et du coup étant présente auprès de sa fille en couveuse, ce lien elle voyait d'autres mamans à l'hôpital tirer leur lait, et elle se sentait inutile pour son bébé et aussi stigmatisée parce que elle se disait bien que si elle tire pas son lait, les autres mamans vont peut-être comprendre ce qui se passe. Donc à la sortie de son hospitalisation, elle obtient une place en ACT pour aider sa fille, puis une place en crèche. Elle démarre une formation pour devenir aide-soignante. Donc en gros, tout se goupille bien pour elle, mais vraiment jusqu'à aujourd'hui, quand elle parle de cette question d'allaitement et de ne pas avoir pu allaiter ni son fils ni sa fille, elle est en pleurs et c'est vraiment, elle dit que c'est un choc pour elle, c'est un énorme regret. Et la dernière histoire, pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez peut-être, donc c'est Andrea. Andrea qui a 3 enfants. Sa première grossesse démarre date de 2016. Si je ne me trompe pas, elle est originaire de Côte d'Ivoire. Oui, je ne l'ai pas noté. Donc elle découvre le VIH en 2014, très jeune, 22 ans, au stade SIDA. Mais au moment de sa conception de son premier enfant, elle est indétectable, très observante, elle est en couple et le papa est séronégatif et au courant de la séropositivité d'Andrea. Donc quand il y a ce projet de faire un bébé, ils n'ont pas l'information du I est égal à I, c'est donc 2015, et du coup ils font l'auto-insémination, donc injecter le sperme du compagnon avec une seringue.
Sa grossesse se passe bien, elle fait le choix d'un accouchement par césarienne pour ne pas faire prendre de risques au bébé. Et c'est par la suite que le médecin lui explique que le I est égal à I, ce qui est bien sûr un énorme soulagement pour Andrea et son conjoint. Et aussi du fait de comprendre qu'il n'y a finalement pas de risque de transmission dans le couple. Ils ont un deuxième enfant naturellement et toujours mis au monde par césarienne, puisque quand on a accouché une première fois, c'est un peu compliqué de ne pas accoucher par césarienne pour le deuxième. Et face à sa demande d'allaiter, elle reçoit un non catégorique pour les 3 grossesses. Alors, elle en parle peut-être pas sur le coup, mais elle a ressenti beaucoup de souffrance. Elle en parle aujourd'hui de cette manière-là. Elle dit qu'elle s'est sentie moins une maman que les autres mamans qui, elles, pouvaient allaiter. Et que quand ces bébés cherchaient, donc ces 3 filles, quand elles cherchaient le sein, elle avait cette impression d'être dangereuse pour ces bébés. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle ressent un grand regret et elle se sent privée d'avoir pu faire un choix par rapport déjà à la conception, le mode d'accouchement et le choix de l'allaitement ou non. D'avoir été privée, donc d'avoir l'ensemble des connaissances disponibles. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle espère avoir un 4e enfant et ce qu'elle prévoit, c'est de l'allaiter. Donc voilà, son témoignage est aussi plus... enfin, vous pouvez l'écouter sur ce lien-là. Donc, en conclusion, avec ces 3 histoires, mais aussi avec toutes les autres histoires qu'on a pu rencontrer au comité des familles, on a réfléchi à quelques points à faire ressortir. Donc, le premier point, c'est qu'il est vraiment essentiel d'ouvrir le dialogue avec les patientes dès la grossesse ou avant, si le projet est connu, et de partager avec elle l'information la plus complète et de la façon la plus neutre possible, et que l'information ne devrait pas varier dans l'équipe médicale qui entoure les patientes. Parfois, l'infectio va être plus amené à dire « OK », si vraiment c'est hyper important pour vous, mais ensuite, à la maternité, gynéco, sage-femme, aide-soignante n'ont pas cette info, ils vont dissuader, ils vont culpabiliser, enfin... Du coup, c'est cette importance que l'ensemble du corps médical ait une position homogène face à la patiente. Le dialogue, c'est vraiment aussi prendre en compte le choix de la patiente sur cette question de l'allaitement. On a constaté qu'apprendre après coup qu'on a obtenu des informations incomplètes en tant que mère vivant avec le VIH augmente les regrets et peut raviver les souffrances chez certaines femmes qui se disent sentiment de trahison, on m'a pas fait confiance et par la suite une défiance vis-à-vis du corps médical. Et une difficulté à faire le deuil de cette situation. Et que pour les mères qui veulent allaiter et celles qui allaitent, ne pas se sentir soutenues, écoutées, accompagnées, génère de la souffrance et éloigne la patiente du soin. Même si c'est une personne informée, qui a fait son choix, qui sait ce qu'elle veut faire, que ce soit d'allaiter ou non, mais d'être soutenu, accompagné aussi, s'il y a une souffrance de ne pas allaiter, pouvoir en parler, si c'est vraiment contre-indiqué, être écouté sur ce sujet. Je souligne une fois de plus que les patients doivent se sentir actrices de leur choix, qu'il s'agisse de la grossesse, de l'accouchement ou de l'alimentation de leur bébé. On a constaté que les personnes les plus éduquées expriment et assument plus facilement leur choix face à l'équipe médicale,
qu'elles réussissent mieux à tenir tête, et que les personnes moins éduquées, souvent d'origine étrangère, avec une barrière de la langue, ont des difficultés à exprimer leurs besoins et ont tendance à faire des choses en cachette, car elles ont le sentiment de ne pas être comprises, et elles ont peur aussi de tenir tête au corps médical. Et on a aussi constaté que c'est important de rechercher systématiquement les violences qui augmentent pendant la grossesse. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Bon, je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'il y a des questions pour Eva? Alors, oui. La question de mixer l'allaitement au sein et donner des biberons de lait artificiel. Alors, ça va faire partie aussi des recommandations à venir. Vraisemblablement, on manque toujours de données. On se base sur des données anciennes ou venues des pays à faibles ressources. Mais a priori, le lait artificiel peut un peu fragiliser les voies digestives, et du coup, on préconiserait quand même un allaitement exclusif au sein, quand c'est le cas, pendant les premiers mois. Et à la diversification, on fait comment? Alors, c'est vraiment les premiers mois. Donc la diversification, c'est vers les 4-6 mois. À ce moment-là, ce serait plus un souci. Il n'y aurait pas de souci. Je dis ça. Non, mais je dis ça parce que c'est même. Enfin voilà, c'est ce qui existait avant comme info, mais c'est peut-être par rapport au fait que les femmes n'étaient pas indétectables. Hein. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de données, mais la donnée, c'était, en gros, allaitement exclusif, c'était ce qui était moins risqué. Et dès qu'on mixait avec soit du lait artificiel, soit de la bouffe de manière générale, en fait, ça augmentait le risque. Mais peut-être qu'avec le côté indétectable de la charge virale, le problème ne se pose pas. C'est vraiment une question. C'est comme vous dites, un peu, il y a peu de données. Les données, il y a eu une étude qui a été faite en Afrique, je ne peux pas citer exactement l'année, mais c'est assez ancien, et qui montrait qu'il y avait plus de risques quand c'était mixte. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de données récentes et dans les conditions qu'on vit en France, mais par précaution, a priori, il y aura quand même une recommandation dans ce sens-là de rester sur de l'allaitement exclusif pendant les premiers mois. Peut-être pendant les 3-4 premiers mois. Voilà, par la suite, c'est une fois qu'il y a déjà la durée de l'allaitement va pas non plus être forcément très longue dans les recommandations, a priori autour des 6 mois de l'enfant. Et bien sûr, il y a celles qui voudront allaiter plus longtemps et qui vont du coup être confrontées à la mixité. A priori, ça n'augmentera pas. Ça n'augmenterait pas le risque à ce moment-là, une fois que les voies digestives sont plus matures, on va dire, plus développées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une petite question. On s'est opposé au désir de grossesse. Je dois avoir la main. On s'est opposé au désir de grossesse, on s'est opposé un peu aux histoires d'avortement, dans l'histoire de l'allaitement. Ma question, c'est, est-ce qu'on a eu des cas d'enfants nés et qu'on sait qu'ils ont été infectés par l'allaitement sur les 10 ans, les 20 ans derniers en France? Les données ont été très peu récoltées. Il y a des histoires dont je vous ai parlé, de mamans qui ont allaité et qui étaient du coup dans des situations de charge virale indétectable. Il n'y a pas eu de transmission. Après, il y a des histoires où il y a des femmes qui se pensaient séronégatives, qui ont allaité, qui en fait il y a eu transmission post-accouchement, et du coup, en primo-infection, il y a eu transmission pendant l'allaitement, mais parce qu'une charge virale très élevée.
Et du coup, dans le scénario optimal, c'est un peu le discours des médecins suisses qui se basent, eux, ils ont décidé, leurs recommandations ont été adaptées en 2018 sur le fait qu'une femme qui veut allaiter peut être accompagnée dans un scénario optimal et leur point de départ, c'est que il n'y a dans la littérature pas de cas décrit de transmission du VIH dans un scénario optimal, c'est-à-dire charge virale indétectable au long cours, bonne observance. Donc c'est là-dessus que se base l'équipe médicale, les médecins suisses et les données sont pareilles, on se base sur les mêmes données, mais c'est la façon dont on les interprète, dont on les utilise par la suite, qui font que les recommandations peuvent être différentes dans des pays avec les mêmes conditions, finalement.